It is exactly 8 p.m. in our studio, and these news are on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, July 5, 2022. The Ministry of Social Affairs has launched today in Yaoundé a national awareness campaign on the prevention of disabilities with regards to the evolution of some of the factors that causes this phenomenon. Olivier Mbozike will be telling us more in this news. Plus, as the Muslim community gears up towards the celebrations of the Feast of the Tabaski, Ibrahim Sheikh Mubarak, an Islamic scholar, will be giving us details of the importance of this feast in this newscast. This stories in full and much more will be yours in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Bilingual Primetime newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away in the French language with Makeda Lydie Newton. Bonsoir, Makeda. Bonsoir Christelle Assec, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous vous l'annoncions dans les titres. Le ministère des Affaires sociales a lancé ce jour la campagne nationale de sensibilisation sur la prévention des incapacités, dépistage précoce et réhabilitation des handicaps. L'idée est de prévenir les handicaps au regard de l'évolution de ce phénomène dans notre pays. Olivier Mbozike pour plus de détails. Selon les experts, la maladie et davantage les accidents divers sont les principales causes des handicaps des populations au Cameroun. Les handicaps qui émanent de maladies qu'on pouvait prévenir ne sont plus nombreux. On a beaucoup plus de handicaps maintenant suite de violences domestiques, soit les accidents domestiques ou les accidents de la route. Sauf que les charges sociales élevées rendent difficile la prise en charge des personnes handicapées. Du coup, le moyen le plus efficace de réduire l'ampleur du phénomène est la prévention, en croire les experts. L'édition 2022 de la campagne nationale de sensibilisation vise ainsi, d'une part, à interpeller le grand public sur la nécessité de prévenir les incapacités. La présence de cette campagne nous permettra au terrain de réduire au maximum et avec beaucoup l'efficacité les causes des handicaps et des incapacités. Nous organisons les formations et peut-être les journées portes ouvertes pour sensibiliser ces employeurs et les travailleurs. D'autre part, il est question de leur transmettre les messages importants, respecter le code de la route, appliquer le langage de la canne blanche, respecter les visites prénatales, les vaccins et autres dépistages des enfants. Là où nous sommes, le CNRPH, il y a des médecins qui sont déjà mis à la disposition du MINAS pour faire cette consultation gratuite. Il y aura aussi les dépistages de maladies liées à l'hypertension et le diabète. Les incapacités sont donc évitables, apprend-on au cours de cette campagne qui s'étendra dans tout le pays. Huile végétale, l'État approuve le prix du litre à 1500 francs CFA. Cette denrée, comme vous le savez, connaît une augmentation de 300 francs CFA, soit 25% en valeur relative, alors que le prix homologué jusque-là était de 1200 francs CFA. Mireille Sabzier. Les députés de l'opposition avec en tête de file Yocho aussi du SDF et Cabral Libi du PCRN ont bloqué la séance plénière dédiée au débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale. Pour eux, le manque de respect et de sérieux du gouvernement à l'égard du peuple camerounais et de ses élus politiques exaspère. Nous avons décidé de faire opération blocus. Blocus, c'est-à-dire que le gouvernement a tellement violé la loi. Nous attendons la loi du règlement qui doit être déposée au Parlement au plus tard le 30 juin. Nous sommes aujourd'hui le 5 et nous avons reçu le document exactement à 10h et on nous demande de débattre à 10h30. Ce qui est impossible, un document d'à peu près 200 pages. C'est vrai qu'il y a des collègues ici qui ont travaillé toute leur vie dans les finances publiques, comme mon collègue Isomba Bongono. Il y en a parmi nous qui sont très intelligents. Mais moi, j'ai la modestie de vous avouer que mon petit quotient intellectuel, et je crains qu'il y en ait quelques-uns comme moi, ne nous permet pas de lire 168 pages en une heure. Même eux, là-bas au gouvernement, je crois qu'ils ont pris des semaines, voire des mois, pour l'élaborer. Et nous apprenons que l'instruction elle-même est illégale.
celle qui commande que nous organisions ce débat. Dans ce mouvement, alors que le président de l'Assemblée nationale tente de repasser la parole au ministre des Finances, porteur du projet, celui-ci est vite stoppé dans sa course par le vice-président du Social Democratic Front. Non, monsieur d'ordre, il a le droit. Déposez le micro. Il a le droit, monsieur d'ordre, il a le droit. Monsieur le Président, il a le droit. Un membre du gouvernement n'a pas le droit de nous adresser étant assis. Soit il est au pupitre, soit il rentre dans son bureau. Nous ne sommes pas dans un séminaire. Il vient défendre les documents gouvernementaux. Donc s'il doit parler depuis ici, ça sera debout avec le micro en main. Mais nous aimerions aussi vous dire, monsieur le Président, que nous n'avons pas eu de vote. Nous avons eu 11 motions et 11 questions préalables. Nous avons vu un seul résultat. Il reste encore 21 résultats. Les élus de la nation interpellent le président de la Chambre basse du Parlement et demandent un renvoi des travaux pour non-respect des textes et l'organisation d'une session extraordinaire. Même si on dit de cette Chambre, les études scientifiques le disent, qu'elle n'est qu'une chambre d'enregistrement. Ce qui laisse penser que tout ce qui vient du gouvernement passe toujours comme une lettre à la poste. Mais faisons-le quand même dans la légalité. Parce que s'il y a au moins une chose dont nous devons être fiers, c'est des lois que nous votons. Même si après, nous sommes captifs de ces propres lois, mais c'est nous qui les votons. Même si elles passent comme une lettre à la poste, nous sommes quand même la poste. Et ayons un minimum de respect pour la poste, qui est quand même constitutionnellement un pouvoir distinct du pouvoir exécutif, monsieur le Président. Après négociation à 16h30, les travaux ont repris leur cours et les textes portés par lui pour Moutazé, le ministre des Finances, sont passés comme une lettre à la poste. C'était plutôt là un reportage de Mireille Sabjé sur les activités au niveau du Parlement. Comme vous le savez, les travaux ont été bloqués aujourd'hui pendant plusieurs heures avant de reprendre vers 16h30. Et il faut rappeler que la séance plénière avait été perturbée suite à une réclamation des députés de l'opposition qui exige la convocation d'une session extraordinaire en rapport avec le débat d'ouverture d'orientation budgétaire. La suite, vous l'avez entendu dans ce reportage. On va vous proposer cette fois de revenir sur ce reportage en rapport avec les huiles végétales. L'État qui approuve donc le prix de 1500 francs CFA. Cette denrée connaît une augmentation de 300 francs CFA, soit 25% en valeur relative, alors que le prix homologué jusque-là était de 1200 francs CFA. L'économie camerounaise est en proie ces dernières années à une inflation généralisée et aucune filière n'y échappe, notamment celle des oléagineux où les prix ont explosé au cours des derniers mois en catimini, sous l'œil du régulateur du marché qui n'est tout autre que le ministère du Commerce, conduit par Luc Magloambaga Tangana. C'est le cas des huiles végétales où le gouvernement a fini par céder à la pression des opérateurs du secteur qui ont tout le temps exigé une augmentation des prix. Le nouveau tarif vient d'être mis en vigueur. Ce prix était déjà pratiqué dans les marchés, mais il est désormais officiel. Le litre d'huile raffinée est fixé à 1500 francs CFA contre 1200 francs CFA auparavant. Dans les marchés grandes surfaces du pays, le litre d'huile est même spéculé. Il coûte 1600 francs CFA, 1700 voire plus. En effet, les acteurs de la filière expliquent que le prix de la tonne d'huile de palme ayant augmenté, il est plus que logique que l'impact se fasse ressentir sur le prix final. Il faut ici rappeler que le Cameroun est devenu un grand importateur d'huile de palme, lui qui, il y a quelques années, exportait ce produit. Toutefois, l'on reste figé sur la guerre en Ukraine et certains expliquent que l'explosion des cours des matières premières et du fret à l'international, couplée justement à cette crise russo-ukrainienne en cours, fait en ce que les prix de l'huile grimpent sur le marché. Le prix de la tonne d'huile de palme ayant augmenté, il était plus que logique que l'impact se fasse ressentir sur le prix final. Il faut dire qu'en fin avril 2022, la tonne d'huile de palme brute réceptionnée au port d'entrée de Rotterdam, Pays-Bas, franchissait la barre historique de $2000, soit une hausse de 50%. Au regard de la situation actuelle, espèrent les acteurs de la filière, les regards sont tournés vers la production locale pour juguler le déficit qui s'élève à 160 000 tonnes par an.
Vous savez, nous sommes en pleine saison de pluie, une période de l'année pendant laquelle les affaires ne sont pas toujours bonnes. Nos reporters se sont justement rendus au marché Ndokoti, ici à Douala, pour savoir comment et ce que font les commerçants pour parvenir à vendre en cette période. Léla Renganze, nous fait tuer. Douala, en pleine saison de pluie. Une période de l'année que n'affectionne pas particulièrement certains commerçants, notamment ceux qui exercent cette activité en plein air. Nous sommes au marché Ndokoti de Douala. Après une forte pluie matinale, les bâches partent peu à peu des étables. Pendant la période de pluie, on a les bâches avec lesquelles on couvre la marchandise quand il pleut. C'est un peu savoir comment on se défend. On a les bâches quand il pleut. Tu peux couvrir ta marchandise avec les bâches. Le plastique là, non, pour que ça ne se gâte pas. Comme nous, on souffre au carrefour de Koti, on est à la nuit. Quand il pleut, j'essaie de mettre le parasol, j'emballe avec le plastique, je reste dedans. Les miettes qui entrent dans mes mains, je rentre avec. Il est 14 h. Pourtant, ce n'est que maintenant que le soleil décide enfin de poindre le bout de son nez. Entendez ses premiers rayons. Par rapport au marché en zone de pluie, c'est très difficile avec les pluies qui tombent là. Vous voyez, depuis le matin, c'est maintenant que nous installons. Parce que la pluie a pris presque toute la moitié de la journée. Donc c'est vraiment difficile en saison de pluie. Et dire que certaines pluies débarquent sans crier gare. Dans ces cas, c'est la course à la protection rapide des marchandises. Malheureusement, on ne parvient pas toujours à les recouvrir à temps. Bonjour les dégâts. Oui, mais ça manque ces avaries, ça, oui, non. C'est que l'eau garde beaucoup la marchandise, il y a tous les avaries. Toujours. Fort heureusement, le marché Ndokoti est également réputé pour rester ouvert jusqu'à très tard dans la nuit. Et donc, quand la pluie le permet, ces commerçants parviennent à écouler quelques marchandises le soir. Le marché ici, en Ndokoti, c'est plus en soirée. Donc c'est plus en soirée ici que nous faisons le marché. Donc nous installons comme ça, nous attendons le soir. Donc c'est les travailleurs quoi. Après la fermeture des bureaux, c'est là où ils s'arrêtent ici pour essayer de nous faire la recette quoi. Produits abîmés pour les commerçants, quand dans certains quartiers de la capitale économique, ce sont des maisons qui sont détruites après des passages de dames pluie. Courage, encore quelques semaines et le soleil brillera de nouveau. Enseignement supérieur à présent, des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala ont soutenu ce jour des tests de doctorat à PhD. L'un d'eux a présenté un travail sur l'incompatibilité des professions d'experts comptables et de conseil fiscal en zone CEMAC. Reportage Inès Pangan. Dans le secteur du conseil fiscal, chacun doit jouer sa partition. Les professions d'experts comptables et de conseil fiscal, dans la pratique, la formation et même sur le plan juridique, ont chacune des délimitations et des missions précises. Le démontrer, c'est l'axe majeur du travail de recherche de Zekon Tekem Franck Junior. Ce 5 juillet 2022, il l'a présenté et l'a défendu sur le thème l'incompatibilité des professions d'experts comptables et de conseil fiscal en zone CEMAC devant un jury dirigé par le professeur Issa Abiakak. Et le jury l'a approuvé, qu'il a réussi à démontrer que de par la formation, les experts comptables ne peuvent pas faire le travail de conseil fiscal. Réciproquement, les conseils fiscaux ne peuvent pas faire le travail d'experts comptables. Ça, c'est de par la formation. Maintenant, sur le plan pratique, le travail du conseil fiscal commence là où s'arrête le travail de l'expert comptable. Et maintenant, sur le plan légal, la CEMAC a réglementé ces situations dans le texte de 2019 et tout est suffisamment clair pour dire qu'il y a une incompatibilité non seulement légale, mais une incompatibilité également pratique. Proposition faite dans cette étude pour que chacun respecte son domaine d'exercice, l'application du cadre légal. La solution va être trouvée. Elle est d'ailleurs trouvée, elle existe, elle est légale. Maintenant, il va falloir peut-être obliger que cela soit ainsi à partir de l'application de la loi. La loi communautaire, elle est une norme supérieure aux lois nationales. Les soutenances des thèses de doctorat PhD organisées par les facultés des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala se tiennent à la salle des actes du rectorat au campus 1. We now talk with
religion in this newscast ahead of the Muslim feast of the Tabaski come July 9, 2022. Sheikh Ibrahim Mubarak, an Islamic scholar in the economic capital Douala, gives us an in-depth knowledge of the importance of this feast in the following report. According to an Islamic scholar, Sheikh Mubarak, Muslim feast of Tabaski is the most important holiday in the Islamic calendar due to the peace it brings to humanity. The importance of or the value of feast of sacrifice or feast of Tabaski concerning exactly problems of human being, coexistence, peace between humanity, and war against tribalism and segregations and any form of disease. He says sacrificing to them is to bring good health. So the philosophy of sacrifice is to build health in the society. It means to keep a good health. Why? Because when you read the Bible or the Quran, you will see that the sacrifice ordered by God to all prophets, it was to let them know that any one of human being have to sacrifice some things in their life because of freedom, because of education, because of health. The choice of sacrificing a livestock animal is because he let us know that in religions that the choice of a ram or of cow, of a camel, of a sheep, when you saw those animals, you realize that they are not eating beef, they are not killing themselves, they are not fighting to kill themselves, and they are not drinking blood, but they are eating natural, and they are living also together. The Muslim feast of Tabaski honors Abraham's willingness to slay his son Ismail at Allah's request, a supreme act of faith, he added. God refused to human being to move out the blood of his brother. He refused to him to kill. And also, when he said to the Abraham to not kill his son, he was also to let him know that the son need education and need a good health. He, however, explains that the point of the sacrifice is to kill something dear to man as an offering to the divine, as Abraham was prepared to do, thereby serving as a reminder to the followers of Islam not to become preoccupied by their possessions or lose sight of their spiritual compass. Migration clandestine, encore des morts sur le carreau. Samedi dernier, une ONG espagnole a annoncé le décès d'au moins 44 migrants au large de Tarfaya, au sud du Maroc. Parmi ceux-ci, des Camerounais dont Kouatou Mohamed Fadil. Nos équipes de reportage se sont rendues dans la famille du défunt. Regardez. Parti en aventure dans l'espoir d'un lendemain meilleur, c'est le désespoir aujourd'hui dans sa famille. Kouatou Mohamed Fadil, 22 ans, s'est engagé sur cette voie incertaine il y a quelques semaines. Alors que les siens se réjouissaient déjà de son arrivée en Hexagone, le couperet est tombé ce 3 juillet 2022. Il a voyagé il y a de cela 2 mois. Il a pris la route de l'aventure et il est passé par la Libye. Il y a de cela 1 semaine, on nous a laissé entendre qu'il est entré en Italie. Et pourtant, le bateau avait chaviré, on a pu sauver quelques de ses amis, des gens avec qui il était. Et on ne nous a pas fait comprendre que lui, il est resté. C'est hier qu'on a su que d'autres personnes sont restées, on a sauvé d'autres personnes. Le jeune Ahmed n'est plus sûr de vouloir tenter cette aventure qui a vu périr plusieurs dizaines d'Africains,
dont son frère. Attendait son signal entre-temps, mais on essayait de causer avec ceux qui étaient en Libye. Et ce sont eux qui nous ont confirmé que Fadil est resté. C'est seulement hier qu'on a su que le navire a chaviré, mais on a pu sauver d'autres personnes. Puisqu'il y a de cela une semaine, on nous a laissé entendre qu'ils sont tous arrivés. Moi-même, j'étais censé le retrouver après. Aujourd'hui, tu es encore prêt pour partir? Je ne pourrais plus partir. Pour cette famille qui espère aujourd'hui le rapatriement de la dépouille de son fils, sont les conditions de vie difficiles qui l'ont conduit sur ce chemin. Il est parti parce que les conditions de vie au Cameroun sont difficiles. Il est parti se chercher. Ce qu'on espère aujourd'hui, c'est que l'État nous aide à rapatrier le corps de notre frère pour qu'on puisse l'enterrer dignement. L'heure est à la planification des cérémonies funèbres en la mémoire du jeune Fadil. Il y a deux comme ça et qu'il n'y a pas le corps, on doit s'organiser pour aller au village célébrer une célébration de la cérémonie. Et puis, justement, comme il est musulman, en fait, on doit faire la cérémonie comme les musulmans en fait, les religieuses comme les musulmans en fait. Selon l'ONG espagnole Caminando Fronteras, au moins 44 migrants, majoritairement originaires d'Afrique subsaharienne, dont des femmes et des bébés, sont morts noyés samedi dernier après le naufrage de leur embarcation au large de Tarfaya, au sud du Maroc. Away from that story, we now take on our international page with our foreign partners, the Voice of America. Bena Buluma, also known as Mama Victor, is holding on to the only memories left of her two sons at her makeshift home in Nairobi's Mathare informal settlements. Election time brings painful memories to the 48-year-old widow. On August 9, 2017, her sons Bernard and Victor Okoth, both young men, were shot dead following a police crackdown on election protests in the area just a day after the presidential polls. 5 years later, the killers still have not been held accountable. If my sons had killed someone on the road, they would have been arrested. But the police who killed my sons have not been arrested to date. That's what pains me the most. I ask myself why. They are all human beings, and the law should serve equally. Mathare, one of the biggest slums in Africa, with some of the most densely populated poor neighborhoods in Nairobi, has remained a constant hotspot of election violence. Every time we have elections, they know what is our issues, but they have not actualized. So bringing your manifesto to say that you bring water, you do this, then it just brings horizontal violence because you're already living in a poor, it's violence. It is violence, living in it, you know. Mama Victor founded the group of Mothers of Victims and Survivors Network to help families seek justice. The group has petitioned election authorities and participants in the August presidential election to ensure peace during polls. Tunataka peaceful election. We want a peaceful election, and that's not all. As mothers of victims, we want justice for our children and compensation. Na pia wakuwe compensated. The Kenyan police have been accused of using excessive force in handling past election-related protests. With just over a month to the general elections, the National Police Service says it is prepared to provide a secure environment for the polls to run peacefully. In a statement to VOA, police spokesperson Bruno Shioso said steps have been taken to improve security, including new election security training and additional equipment for officers. Past elections in Kenya have been marred by deadly violence. In the most notorious incident, more than 1,100 people were killed in riots and attacks after the disputed 2007 vote. But as the clock ticks toward this year's balloting, observers are cautiously optimistic that the polls will be peaceful. Juma Majanga for VOA News, Nairobi.
We now talk sports football. The Indomitable Lionesses of Cameroon will on Wednesday, July 6, 2022, take on the Togo female squad, counting for round 2 of the Women Africa Cup of Nations. Our sportswoman, Oni Ladonet, will give us a preview of that encounter in the following report. With just 1 point in the bag, the Indomitable Lionesses of Cameroon will be in the race for their first WAFCON 2022 win when they face Group B's last place, Togo. Cameroon, who has never missed out in any WAFCON edition, will be expected to feast on the female Sparrowhawks, who are just debutants. With determination in their hearts after Sunday's flop, Abudi Ongeni and mate have been training intensively today, Tuesday, July 5, ahead of Wednesday's fixture. Cameroon was rarely met with Togo in the qualifying rounds of this tournament, boast of star players who not only have the WAFCON experience, but also the skills required in such a huge continental showpiece. However, that doesn't mean one should swap away Togo, as the team also boasts of over 8 foreign-based players. Gabriel Zabo, who is out for at least a place in the 2023 World Cup, will have to work on the offensive line, as Togo's Kai Tometi promises to make it tough for Cameroon. Going into Wednesday's fixture, the Indomitable Lionesses coach expresses his willingness to correct his errors so as to continue in the tournament. He announced in his pre-match presser that the team has come to the realization